Cette nouvelle saison débute par un bref retour en arrière. On y voit Kafka et Mina, encore enfants, fuyant pour échapper à un tremblement de terre. Il est probable qu'un kaiju soit apparu, provoquant des secousses dans toute la ville. La population est en état d'alerte. Alors qu'il court, Mina chute, et Kafka la rassure en lui affirmant qu'avec lui, rien ne peut lui arriver. Peu après, les forces de défense interviennent, ce qui réjouit Kafka, qui s'écrie avec enthousiasme qu'il faut éliminer ce kaiju. Soudain, des débris d'un bâtiment s'effondrent sur lui, le projetant au sol. Tandis qu'il cherche Mina du regard, la caméra pivote brusquement pour révéler l'ensemble de la force de défense alignée devant lui. Toute la force de défense fait maintenant face à Kafka. Ses amis nettoyeurs sont également présents. Sur le toit d'un immeuble, Mina est debout, armée, et annonce qu'il ne s'agit pas de Kafka mais du kaiju numéro 8, donnant enfin l'ordre d'ouvrir le feu. Toute l'unité tire, depuis les hélicoptères et d'autres positions. Kafka réagit et riposte, abattant un hélicoptère qui explose dans le ciel. La secousse s'intensifie, Kafka se transforme complètement en kaiju, un monstre gigantesque prêt à porter un coup final capable de raser une moitié de la ville. Mais tout à coup, le rêve se brise. Tout cela n'était qu'un cauchemar. Kafka se réveille, se regarde et se rassure en constatant qu'il est encore humain. Il ne s'est pas transformé. Un soulagement pour lui. On découvre ensuite qu'il est toujours en détention. La scène change, nous conduisant à la 3e division des forces de défense japonaises, dont la base a été partiellement détruite lors de l'attaque précédente. Ceux qui ont vu la saison passée se souviennent que Kafka y a vaincu un kaiju de manière violente, causant de lourds dégâts. Mina arrive sur place pour procéder à une inspection. La reconstruction de la base est déjà en cours. Oshina annonce qu'il a reçu la confirmation que depuis 5 jours, le quartier général n'a encore pris aucune décision concernant Kafka. Son sort demeure incertain. Il enrage intérieurement, estimant que la situation a été mal gérée. Mina lui demande si les nouvelles recrues ne sont pas censées arriver aujourd'hui pour rejoindre une autre unité. Il s'agit des camarades de Kafka ayant passé le dernier test, désormais affectés à une nouvelle division. Oshina confirme qu'ils arriveront à l'heure. On passe ensuite à Reno, pensif. Yaru, assis à côté de lui, propose une photo souvenir et lui demande de se dépêcher. Ils s'installent dans un parc, que l'on apprend être le château de Matsumoto. Ils sont là pour intégrer leur nouvelle unité. Yaru tente de rassurer Reno, disant qu'ils ne font que rejoindre une division, mais il confie aussi son inquiétude à propos de Kafka. Il doute qu'il puisse reprendre sa place en tant que membre ordinaire de la force de défense. Reno se souvient de ce que le maître avait dit juste avant de se transformer. Il s'interrogeait sur son avenir, se demandant s'il pourrait réintégrer les forces malgré son apparence monstrueuse. Yaru rit, avouant qu'il a été choqué par la transformation de Kafka. Reno, quant à lui, croit fermement que Kafka reviendra. Il se dirige alors vers la 4e division. Reno se promet de devenir plus fort pour pouvoir un jour sauver Kafka. De son côté, Kikoru lit les messages du groupe, où chacun informe qu'il se rend à sa nouvelle base. Elle repense à Kafka, se disant qu'elle devra peut-être l'arrêter si cela s'avère nécessaire, et qu'elle doit donc s'entraîner encore davantage. À ce moment, la porte s'ouvre et le vice-capitaine de la 1re division, Eiji, entre. Il a l'air sévère. Il annonce à Kikoru qu'il va l'emmener voir leur capitaine. Il précise que la commandante Hachiro leur a déjà expliqué la situation, que leur base est détruite et en reconstruction, et que tous les membres sont temporairement mobilisés dans d'autres divisions. Une carte détaillée s'affiche alors. Elle montre que les divisions 13 à 16 sont situées au sud, les 1 à 4 à l'est, les 5 à 8 à l'ouest, et les 9 à 12 au nord. La division était réputée être la plus puissante du Japon, surnommée la superpuissance anti-kaiju. Kikoru le savait déjà depuis l'Amérique, tant leur réputation est grande. Elle considère cet endroit comme idéal pour progresser. Ils arrivent enfin devant la salle du capitaine. Kikoru se prépare à rencontrer l'homme considéré comme le plus fort du Japon, espérant apprendre beaucoup de lui. Mais à leur arrivée, il trouve le capitaine absorbé par un jeu vidéo, frustré de ne pas monter en classement. Eiji referme la porte du commandant calmement, et demande à Kikoru de lui donner quelques instants. Pendant ce temps, la frustration du commandant est à un tout autre niveau. Mais alors qu'il est sur le point d'atteindre son but, Eiji furieux, lui donne un coup de pied au cul. Il lui rappelle qu'il devait recevoir une invitée, mais le capitaine s'énerve, car il vient de casser sa PS5. Eiji lui reproche sa fainéantise, car il lui avait demandé de ranger son bazar. Le commandant refuse de le faire, prétextant le libre arbitre. Pendant ce temps, Kikoru est sans voix devant la scène qu'il voit. Eiji le soulève, et une équipe de nettoyage entre pour ranger la pièce, ce qui agace encore plus le capitaine. Eiji présente alors le capitaine Narumi à Kikoru. Celle-ci pense qu'il ne lui inspire aucun respect. Narumi l'interroge, lui demandant si elle est bien la fille d'Isaba dont tout le monde parle. Kikoru reprend son calme. Peu importe son opinion, il reste son supérieur. Elle se présente et se montre prête à obéir aux ordres. Narumi lui dit de ne pas être aussi formel, car il n'aime pas ça. En tant que capitaine de la 1re division, il n'attend qu'une seule chose d'elle. Kikoru s'interroge, mais une alarme retentit soudain,
signalant une nouvelle attaque de kaiju. Narumi lui répond qu'elle découvrira ce qu'il attend d'elle en combattant. Il lui promet une place idéale pour observer la mission du jour. Les événements sont ensuite décrits étape par étape. 15 minutes plus tôt, le kaiju est repéré. 5 minutes plus tôt, le ministère de la Défense valide un plan d'action, immédiatement relayé à la base. Le capitaine Narumi embarque dans un hélicoptère avec Kikoru. Pendant ce temps, l'unité d'Eiji part d'un autre point, et plusieurs tanks et missiles à moyenne portée sont déployés. Une alerte d'évacuation est lancée pour la population, dirigée vers des zones sûres. Les autoroutes sont fermées. Différents types de blindés, mitrailleuses et équipements sont positionnés, y compris sur les ponts. Des missiles sont tirés depuis de longues distances vers le kaiju, marquant la première offensive. Cela oblige la créature à modifier sa trajectoire vers le nord-ouest, afin d'éloigner le danger de la ville. Le kaiju avance en direction du pont, où de nombreux tanks sont déjà positionnés, puis plonge dans l'océan pour tenter de le détruire. Cependant, la force de défense se retire en toute sécurité. Peu après, Narumi arrive et ajuste la stratégie. De nouveaux membres de la première division sont introduits, parmi eux Kikoru, Miyake et Tachibana. Narumi leur ordonne de se diriger vers Ozanbashi. Il demande à Eiji de rester sur place pour ralentir l'avancée du kaiju, ce qu'il fait immédiatement en lançant une offensive. Pendant ce temps, les trois autres attaquent eux aussi depuis une tour. Kikoru est impressionné par leur capacité à contrôler les mouvements du kaiju. Elle observe comment chaque membre coordonne sa force de frappe pour affaiblir l'énergie du monstre jusqu'à 40%, ce qui permet de mieux le gérer. Narumi se prépare alors à intervenir. Il prend son arme et s'apprête à sauter d'un hélicoptère. Avant de sauter, il s'adresse à Kikoru et lui dit qu'il ne cherche ni politesse ni propreté ni zèle ni respect. Ce qu'il attend d'elle, c'est une seule chose. Puis il se lance dans le vide. Son arme, posée sur son épaule, se transforme en un hybride de pistolet et d'épée. En chutant, il transperce le dos du kaiju avec puissance. Une explosion spectaculaire s'ensuit et le monstre est réduit en morceaux. Du sang éclabousse la moitié de la ville. C'est un moment d'action intense et impressionnant. Ce type dégage une aura incroyable depuis son apparition. Il explique ensuite que ce qu'il attendait, c'était une force brute, une puissance incontrôlable. Ce qu'il veut, ce sont des résultats, pas des discours inutiles. Kikoru lui répond que cela lui plaît, et que ce sera amusant. De retour à la base, Narumi consulte les tendances en ligne. Il se demande pourquoi Mina est en top tendance et pas lui. Il est frustré que l'on attribue le mérite de la victoire à Mina, alors que lui a porté le coup fatal. Il râle, trouvant cela injuste. Kikoru l'observe et pense que cet homme, considéré comme le plus fort du Japon, est en train de chercher son nom sur Internet. Elle le trouve narcissique. Pendant ce temps, le téléphone de Narumi sonne, mais il ne décroche pas. Il affirme que ce n'est probablement qu'une convocation pour une réunion, alors autant ignorer. Eiji arrive alors brusquement, lui donne un coup de pied et le fait tomber de sa chaise avant de le traîner en disant que cela fait aussi partie de son travail. Narumi demande ce qui est si urgent. Eiji répond que cela concerne Kaiju numéro 8. La scène bascule vers Kafka, qui fait des pompes avec détermination. Kafka se souvient qu'il doit encore prouver sa valeur. Il est motivé. Soudain, des hommes arrivent pour le conduire. Il aperçoit Kikoru et ils sont tous deux amenés devant le directeur. Narumi est là également. Kafka reconnaît en lui le capitaine de la première division. Le directeur annonce à Kafka qu'il est transféré dans cette division. Il explique que Kafka est le kaiju le plus puissant de l'histoire. Une coopération entre une unité anti-kaiju et un kaiju aussi redoutable renforcera leur système de défense. Si Kafka réussit la prochaine mission et que les autres membres de l'unité l'acceptent, il pourra rester. Sinon, il sera définitivement exclu de la force de défense. Kafka est prêt. Il ne souhaitait pas rejoindre en tant que kaiju, mais pour survivre, il est sur le point d'accepter quand Narumi l'interrompt. Il dit ne pas avoir besoin de lui. Selon lui, la seule force dont la division a besoin, c'est la sienne. Il tourne les talons, mais le directeur le rappelle à l'ordre. Il affirme que cela ne suffit pas. Le kaiju numéro 9 possédait la capacité de se transformer en humain et le numéro 10 a détruit leurs unités. Les kaiju évoluent, et eux doivent adapter leurs méthodes. Pour mieux les comprendre, il faut quelqu'un qui leur ressemble. Narumi finit par comprendre. Il dit que la meilleure manière d'utiliser Kafka est de le traiter comme une arme. Kafka affirme qu'il ne peut pas mourir maintenant. Il doit honorer la confiance de ses amis et tenir sa promesse faite à Mina, celle de rester à ses côtés pour vaincre les kaiju. Il n'a pas encore accompli cela, mais il est prêt à y consacrer sa vie. Il accepte de rejoindre la première division. Narumi lui répond qu'il se fiche de ses sentiments ou de son respect. Ce qu'il veut, ce sont des résultats. Si Kafka perd le contrôle à nouveau, il le tuera sans hésiter et utilisera son corps pour fabriquer une arme. Pendant ce temps, Oshina informe Mina que Kafka et les nouveaux membres vont intégrer leur unité. Mina répond qu'elle va s'entraîner et invite Oshina à venir avec elle. La scène change. On voit Kikoru faire ses bagages et quitter les lieux. Ensuite, le père de Kikoru, Isao, qui est également le directeur, arrive auprès d'une équipe de scientifiques. On y découvre un homme suspendu, peut-être une arme, le doute demeure.
Un tremblement de terre survient, et le public ne comprend pas ce qui se passe. Soudain, le tremblement s'arrête et tous les bâtiments commencent à s'effondrer. On nous montre ensuite qu'il y a eu beaucoup de destruction, de nombreuses personnes ont été blessées, et un cratère s'est formé au centre de la ville. Les gens s'approchent de ce cratère et observent. Soudain, une femme sort son téléphone, ouvre l'appareil photo et voit des fourmis kaiju à l'intérieur. Ces fourmis kaiju commencent à se répandre dans toute la ville, causant des destructions partout. Ailleurs, on nous montre un camp d'entraînement, probablement la base 1. On voit la force de défense en plein entraînement. Enfin, il y a aussi Kafka et Kikoru. Kafka est très fatigué par cet entraînement. On voit aussi que des articles sont publiés dans les journaux, indiquant que les attaques de kaiju ont augmenté. On montre également Kafka sur la piste de course, en train de courir et de s'entraîner, ce qui nous indique qu'il travaille dur sur lui-même pour ne pas perdre le contrôle et ne blesser personne. Il se souvient aussi des paroles du directeur, qui lui a dit qu'il devait prouver sa valeur. Ensuite, on montre Kikoru, qui va voir Narumi, car il n'y a pas de temps à perdre. Elle doit s'entraîner avec Narumi. Lorsqu'elle arrive, on voit Narumi qui lui demande de l'argent, disant que tout l'argent de son compte a disparu. Kikoru lui répond en disant qu'elle voit des boîtes de Yamazon derrière lui, comprenant où est passé l'argent, et lui demande s'il n'a pas honte de demander de l'argent à une junior. Narumi devient très effronté et lui demande pardon, insistant pour qu'elle lui donne de l'argent. Soudain, une sirène retentit, et on apprend qu'Eiji est arrivé. Eiji dit à Kikoru et Narumi de se préparer. Ils enfilent leur combinaison, Narumi se prépare, et toute la force de défense se met en position. Toute la première division se prépare à repousser les kaiju. Pendant ce temps, les fourmis kaiju se répandent partout. Pour sauver les habitants, ils sont envoyés dans des abris, mais il y a tant de monde que les abris se remplissent. On voit ensuite un frère et une sœur séparés de la foule. La sœur est blessée à la jambe, et son frère lui dit de ne pas avoir peur, que Narumi viendra bientôt avec les gens de la première division pour les sauver. Aussitôt dit, une grande fourmi kaiju se dresse devant eux. Le frère se place devant sa sœur pour la protéger, et le kaiju est sur le point de le tuer. Mais le garçon chante une chanson sur Narumi, disant qu'il viendra. Et juste au moment où le kaiju l'attaque, Narumi arrive et bat le kaiju d'un seul coup. Narumi dit alors, « Je te donne une punition. Tu m'as appelé Narumi, pourquoi pas capitaine? Va sur les réseaux sociaux et écris 10 fois des choses positives sur moi. » Le garçon accepte. Ensuite, Narumi prend des nouvelles de Kinashi et Miyake. Kinashi rapporte qu'ils ont tué 4 kaiju dans leur zone, et Miyake confirme que le travail avance de son côté également. Narumi explique qu'il faut d'abord comprendre la situation, que leur priorité est de sécuriser les citoyens et de diriger tous les kaiju vers la zone de neutralisation. On montre ensuite Kikoru, et l'ordre arrive qu'il est enfin leur tour dans la zone de neutralisation pour éliminer les kaiju qui y entrent. Narumi précise que dès que les civils seront évacués, leur travail commencera. Kafka et Kikoru se préparent. On nous montre ensuite le poste de commandement de la force de défense, le 318, d'où toute l'opération est suivie. Les scientifiques surveillent toutes les lectures, portes et ouvertures, et prêtent particulièrement attention à Kafka pour vérifier s'il est normal. Le directeur, le père de Kikoru, déclare que leur seule mission est de neutraliser tous ces kaiju, et tout le monde doit travailler ensemble. L'équipe de scientifiques commence à travailler, et de plus en plus de forces de défense arrivent dans la zone d'attaque pour neutraliser les kaiju. Ils réussissent à en envoyer beaucoup dans la zone de neutralisation. C'est au tour de Kikoru de montrer ses talents. Elle déverrouille son arme et se prépare à affronter les kaiju. Kikoru est très puissante, comme nous le savons depuis la première saison, et cela se voit ici. Elle est soutenue par Shinonome, prête à l'aider en cas de problème. Kikoru commence à attaquer les kaiju, les éliminant un par un. Elle pense toujours au vice-capitaine Oshina, à la vitesse et à la puissance de Mina, et veut frapper comme elle. En bref, Kikoru aspire à devenir encore plus forte. Kafka est également très heureux de tout cela. Kikoru sauve Shinonome de justesse et lui dit de rester concentré. Puis Shinonome se prépare également à attaquer pour aider Kikoru. Le rapport indique que Kikoru et Shinonome éliminent beaucoup de kaiju ensemble. Les autres officiers de la première division tuent également de nombreux kaiju pour égaler Kikoru. Eiji met le feu aux poudres en disant à Narumi que Kikoru est plus puissant que lui lors de sa première année. Narumi s'énerve et répond qu'il parle trop. Il remarque quelque chose de différent chez ces kaiju fourmis, qui restent généralement sous terre et n'agissent pas en surface. C'est la première fois dans l'histoire qu'on les voit à la surface, ce qui signifie qu'il y a un problème. Narumi ressent une activité similaire à celle de la base de Tashikawa, pensant que quelqu'un donne des ordres à ces kaiju. Soudain, beaucoup de kaiju affluent vers l'extrémité ouest, et c'est enfin au tour de Kafka. Il est prêt à attaquer, mais il tremble, se souvenant de ce qu'il a fait au directeur la dernière fois lorsqu'il a perdu le contrôle. Il craint de perdre à nouveau le contrôle. Les directeurs observent également, se demandant comment le kaiju numéro 8 va se comporter face aux autres kaiju. Kafka pense que le directeur lui a donné une chance, et il doit la saisir. Il se transforme partiellement, transformant ses jambes et ses bras, et court attaquer un kaiju. Mais ses attaques n'ont aucun effet.
L'équipe du directeur se demande pourquoi il ne se transforme pas complètement. Les kaiju commencent à attaquer Kafka, mais il parvient à s'échapper. Il réalise qu'il ne peut pas les vaincre avec une transformation partielle et essaie de se transformer à nouveau, déterminé à ne pas perdre le contrôle. Il veut se tenir aux côtés de Mina et prouver sa valeur. Il commence à se transformer, et le signal de kaiju dans le centre augmente fortement. L'équipe remarque la transformation, mais soudain, Kafka redevient humain. Il ne parvient pas à se transformer, et un kaiju l'attaque, le projetant au sol. Kafka est confus, comme nous, se demandant pourquoi il n'arrive pas à se transformer. L'équipe analyse qu'un autre kaiju, plus puissant, probablement un Anju, a été détecté dans la zone de neutralisation, juste sous Kafka. Narumi comprend que c'est la raison de leur apparition en surface. Soudain, une fourmi kaiju émerge de sous Kafka, et le kaiju numéro 9 est dessus. Le kaiju numéro 9 ne le reconnaît pas, s'attendant à voir un kaiju, mais un humain se tient devant lui. Il devine, alors, tu es le kaiju numéro 8. L'équipe observe également l'apparence du kaiju numéro 9. Kafka comprend que les kaiju peuvent détecter les autres kaiju. Le kaiju numéro 9 attaque Kafka pour vérifier s'il est bien le numéro 8. Kafka est gravement blessé et essaie à nouveau de se transformer, mais échoue encore. L'équipe se demande s'ils vont perdre le kaiju numéro 8. Narumi se prépare à rejoindre Kafka, mais un grand kaiju apparaît devant lui, avec le numéro 9 dessus. Narumi se demande ce que sont ces duplicata. Certains kaiju morts commencent à revenir à la vie. Un rapport de la 3e division indique que les kaiju augmentent, et la zone d'effet s'élargit, surpassant l'attaque de la 3e division. Avec l'arrivée du kaiju numéro 9, toute la direction de cette guerre change. L'équipe continue de neutraliser les autres kaiju, mais Kafka fait toujours face au kaiju numéro 9, qui commence à tuer d'autres officiers de la défense. Le kaiju numéro 9 déclare qu'il va tuer Kafka et reprendre ses pouvoirs de kaiju. Kafka essaie de s'échapper, mais il est à nouveau blessé et battu. Il tente encore de se transformer, mais échoue. Le kaiju numéro 9 s'apprête à le tuer. À ce moment, l'équipe du directeur discute, et le vice-directeur dit que si Kafka perd le contrôle, le directeur devra enfiler son armure pour l'arrêter, ce qui pourrait réduire son espérance de vie. Le directeur le sait et demande qu'on ne lui en dise pas plus. Alors que le kaiju numéro 9 s'apprête à achever Kafka, Kikoru intervient, le coupant en deux. Mais le kaiju se reforme et dit qu'il ne l'a pas reconnu. Kikoru répond qu'il n'a pas besoin de la connaître, car elle va le tuer. Elle commence à l'attaquer. De l'autre côté, Narumi fait face au même kaiju numéro 9, qui dit vouloir aider son ami à tuer le kaiju numéro 8. Narumi rétorque que cela n'arrivera pas, précisant que le kaiju numéro 8 est un officier régulier et qu'il est le capitaine. Le kaiju numéro 9 l'attaque, mais Narumi se plaint qu'il l'interrompt en plein discours. Le kaiju numéro 9 remarque que Narumi est plus fort que le kaiju numéro 8, ce qui met Narumi en colère. Il attaque, et le combat entre Narumi et le kaiju numéro 9 commence. Toute la force de défense combat les kaiju, et le directeur pense que cette nouvelle génération de la force de défense passe un test pour surmonter cette situation seule. Kikoru demande à Kafka pourquoi diable il ne se transforme pas. Celui-ci lui répond qu'il a essayé plusieurs fois, mais qu'il n'a pas réussi. Elle pense que le numéro 9 interfère probablement avec sa transformation. Elle lui annonce alors qu'elle va lui infliger suffisamment de dégâts pour l'empêcher d'interférer et lui permettre de se transformer, car même si elle déteste l'admettre, elle a besoin de son aide pour le vaincre. Les deux jeunes combattent ensemble en attaquant sous différents angles, mais le numéro 9 les surprend en se divisant. Kikoru est touché par une de ses attaques et, au moment où le 9 s'apprête à achever Kafka, elle intervient rapidement en tranchant toutes ses armes, ou plutôt ses tentacules, tout en pensant qu'elle en a assez de perdre des gens sans rien pouvoir faire. Elle est décidée cette fois à le sauver. Elle se souvient alors de son passé, quand tous ses camarades de classe admiraient sa mère, l'une des meilleures guerrières de la division de défense. Sa mère était aimée et acclamée par tous, et possédait l'équipement du kaiju numéroté, le numéro 4. Kikoru était très fier de sa mère, car même après ses missions, épuisée, elle lui consacrait beaucoup de temps et partageait avec elle des moments précieux. Elle lui avait raconté que ses camarades de classe l'avaient vue à la télévision à ses côtés et que tous l'avaient acclamée, se sentant en sécurité grâce à elle. Mais Kikoru avait remarqué le bandage sur son bras, et lui avait annoncé qu'elle rejoindrait la division de défense pour la protéger. Ses parents furent surpris par cette déclaration, et sa mère lui répondit que si c'était le cas, alors ce seraient eux qui la protégeraient. Les années passèrent ainsi, dans des moments familiaux heureux, jusqu'à ce que sa mère périsse face à un kaiju numéroté, le numéro 6. Tout le Japon reconnut sa bravoure, car sans son sacrifice, les dégâts auraient été irréparables. Sa perte fut pleurée non seulement au Japon, mais dans le monde entier. Kikoru, de son côté, se sentit menteuse, car elle n'avait pas pu tenir la promesse faite à sa mère. En voyant le visage changé de son père, elle jura de devenir la plus forte pour protéger ceux qu'elle aime et de ne jamais laisser tomber ses camarades au combat. Elle réussit à acculer le numéro 9, mais celui-ci fait muter la tête de la créature fourmi sur laquelle elle combat, lui faisant perdre l'équilibre. Heureusement,
Kafka intervient et stabilise la situation en donnant un coup de pied à sa tête, bien qu'il se fracture la jambe. Kikoru saisit l'opportunité pour trancher complètement le monstre et hurle à Kafka de se transformer enfin. Il s'exécute rapidement, profitant de l'opportunité créée par Kikoru. Mais en se transformant, il sent le pouvoir du kaiju l'envahir entièrement. Il imagine transpercer la poitrine de Kikoru et, derrière elle, les cadavres de ses compagnons. En un clin d'œil, sa transformation s'efface. On comprend que Kafka est incapable de se transformer par peur de perdre le contrôle. Le haut commandement s'agace de l'inutilité du numéro 8 et décide de passer au plan B. Mais Narumi les interrompt en disant qu'il va s'occuper de tout, car on ne peut pas confier des missions importantes à des recrues. Il libère alors toute sa puissance, atteignant 98,8% de synchronisation avec son équipement. En tranchant une des pattes de la fourmi, le numéro 9 réalise qu'il doit faire attention, son arme peut couper et brûler à la fois. Il décide de prendre ses distances, mais Narumi commence à tirer. Le 9 s'adapte rapidement et, voyant qu'il n'a pas d'issue, se déplace à toute vitesse pour esquiver et attaque à bout portant. Narumi esquive, mais quand il sort du nuage de fumée, il est surpris de voir que le numéro 9 a étendu son corps partout pour le piéger dans une gigantesque explosion. Les hauts gradés constatent que ce kaiju est extrêmement dangereux, car il peut s'adapter au contact des humains, à la manière d'un virus, comme les autres kaiju numérotés. Cela en fait une menace immense. Narumi, lui, prévient le commandement de ne pas s'inquiéter, car il est lui-même une menace encore pire. Le numéro 9 est choqué de le voir indemne. Narumi décide de se montrer sérieux, ses yeux changent de forme, et en un instant, il transperce la poitrine du numéro 9, qui est stupéfait de voir que ses adaptations n'ont servi à rien. Isao explique alors que les yeux de Narumi sont un équipement spécial provenant du kaiju numéro 1, dont on disait qu'il pouvait voir l'avenir. Ses yeux peuvent détecter les signaux que le corps envoie au cerveau, anticipant ainsi les mouvements de l'adversaire. Il peut donc frapper exactement là où l'ennemi pensera esquiver, rendant ses attaques inévitables. Selon les archives, le kaiju numéro 1 était extrêmement puissant, et sa plus grande menace résidait dans ses attaques impossibles à éviter. Narumi possède désormais cette capacité et peut même voir l'emplacement du noyau de son ennemi. Profitant de sa vitesse, il attaque le numéro 9 et l'élimine en un instant. Le quartier général exulte. Mais Isao sait que le tour de Kafka arrive, car il est conscient que sa peur l'empêche encore de se transformer. Pendant ce temps, le numéro 9 mitraille la pauvre Kikoru, tandis que Kafka est projeté au loin. Le monstre souligne que sa peur de tuer ses camarades est ce qui le bloque. Mais Kikoru lui crie de ne pas la sous-estimer, ni elle ni aucun de ses compagnons, parmi lesquels Oshina et Hashiro, des combattants incroyablement puissants. Elle lui ordonne de ne pas sous-estimer la division de défense, ni lui-même. Ces mots font renaître la détermination de Kafka. Il comprend que quelqu'un comme lui ne pourrait jamais vaincre des personnes aussi fortes. Il décide de croire en ses camarades et parvient enfin à se transformer à nouveau, stupéfiant tout le monde avec l'apparition du numéro 8. Il avance alors que Kikoru le gronde pour avoir mis autant de temps. Le quartier général confirme que le numéro 8 est apparu dans l'ouest, dans la zone d'extermination. Isao lance la deuxième phase de l'opération, tandis que Narumi se demande si le numéro 8 sera leur salut ou leur perte. Le numéro 9, voyant le numéro 8 apparaître enfin, pousse un cri qui fait se relever toutes les fourmis précédemment vaincues. De plus, des ailes lui poussent. Kikoru s'inquiète un peu, mais Kafka la rassure. Même s'il n'a pas entièrement confiance en lui-même, il a une confiance absolue en eux. Les paroles de Kafka émeuvent Kikoru, et il lui demande que pendant qu'il affronte ce monstre, elle s'occupe du contrôle des nuisibles. Elle accepte, mais le prévient, s'il échoue, elle s'occupera de lui ensuite. Ils se séparent pour affronter leurs adversaires respectifs. Le numéro 9 dit à Kafka que cette fois, ce ne sera pas comme avant, car il est littéralement une autre personne et qu'il peut désormais le tuer. Mais Kafka, en un seul mouvement, arrache et détruit le noyau de la fourmi kaiju, supposant que celui du numéro 9 se trouve là où se trouvent les fourmis qu'il contrôle. Le numéro 9 attaque, et Kafka, en contre-attaquant, se souvient du moment où il avait perdu le contrôle face à Isao, réalisant qu'il n'a pas encore pleinement exploité le pouvoir du numéro 8. Il ironise en disant que grâce à cette possession, il comprend désormais bien mieux comment utiliser son kaiju. Il se déplace à grande vitesse dans la ville, utilisant ses jambes comme propulseurs, puis fonce en piqué depuis les hauteurs pour asséner un coup dévastateur au numéro 9. Ce dernier, abasourdi, constate que ce combat est totalement différent de leur affrontement précédent. Kafka l'élimine, tandis que tout le quartier général est stupéfait par l'incroyable puissance du kaiju numéro 8. Alors que tout le monde au quartier général célèbre la victoire du kaiju numéro 8, principalement parce que les signaux des autres kaiju s'éteignaient à un sans toutefois disparaître complètement, Kikoru se charge d'éliminer les kaiju secondaires restants. Le chauve aux côtés d'Isao fait remarquer que sa fille est devenue bien plus forte, ce à quoi Isao répond en se souvenant du moment où Narumi était apparu, ajoutant que les nouvelles générations surprennent toujours, dépassant aisément son imagination. Bien que deux kaiju numérotés aient fait leur apparition, ils n'ont réussi à franchir la ligne de défense qu'en 2 points seulement. Les dégâts causés ont été si minimes qu'on peine à y croire.
Et désormais, beaucoup commencent à comprendre à quel point l'escouade que le directeur Isao avait imaginée peut être puissante. Une fois l'opération d'extermination terminée, Kafka reprend sa forme originelle, tandis qu'Isao observe ses joyaux avec une grande satisfaction, les félicitant pour leur excellent travail. Kikoru est touché par les mots de son père. Celui-ci leur ordonne de sécuriser la zone. De son côté, Narumi ressent un malaise, se souvenant que le numéro 9 avait dit au numéro 8 qu'il allait l'éliminer et s'emparer de son pouvoir. Il comprend bien la partie éliminée, mais ne sait pas quoi penser du reste. Il se demande quel est réellement son objectif, quand soudain les alarmes se déclenchent. Le quartier général détecte un signal énorme provenant d'un kaiju extrêmement puissant. Kafka, quant à lui, entend le numéro 9, qui n'est pas encore complètement mort, lui révéler que, bien qu'il n'ait malheureusement pas réussi à l'éliminer, il va accomplir son second objectif, s'emparer du pouvoir d'un énorme kaiju. Kafka demande de quoi il parle, tandis qu'on voit un étrange scientifique au quartier général se déplacer de manière désordonnée. L'équipe de Narumi est aussitôt informée que ce n'était pas le kaiju principal. On assiste alors à la transformation du scientifique en le numéro 9, et Isao se met immédiatement en position de défense. Le numéro 9 commente qu'il a trouvé un spécimen très compatible, tout en mentionnant le numéro 2. Narumi et Kafka comprennent aussitôt que l'objectif du numéro 9 n'est autre qu'Isao, ou du moins son armure. Ce dernier ordonne une évacuation immédiate, et tous commencent à fuir dans la panique. Cependant, le numéro 9 fait exploser les lieux avec une de ses bombes, mais grâce à Isao, il n'y a aucune victime. Comprenant que l'ennemi en veut à son pouvoir, Isao ordonne à Itami et Nojisaka de s'occuper de l'évacuation. Bien qu'il hésite à le laisser seul, il réalise qu'il ne ferait que le gêner et décide donc d'obéir. Pendant ce temps, le numéro 9 exprime sa surprise que Gamma et Beta, ses clones, aient été vaincus aussi facilement, alors qu'ils auraient dû être aussi puissants que lui avant qu'il ne mût. Isao se souvient alors du moment où il avait promis aux jeunes de former l'unité la plus puissante capable de vaincre n'importe quel kaiju. Il pensait être un pas en avance sur les kaiju, mais la vitesse de leur évolution a dépassé son imagination. Ils s'affrontent violemment. Isao se rappelle également que le niveau de puissance du numéro 9 était de 8,5, une puissance qu'il peut normalement maîtriser aisément. Malheureusement, il assiste impuissant à la scène où Isao est violemment projeté au sol, surpassé en force. Le numéro 9 s'étonne lui-même de constater à quel point il est devenu puissant. Alors qu'il s'apprête à l'achever, Isao libère toute sa puissance pour se protéger, affirmant qu'il l'éliminera ici même si cela lui coûte la vie, repensant au moment passé en famille. Malgré ce coup, le numéro 9 se régénère très facilement. De son côté, Narumi court désespérément vers Isao, espérant qu'il puisse résister. Un scientifique informe Isao que l'évacuation est terminée et qu'il doit à son tour partir, mais Isao refuse, car le numéro 9 possède la capacité de localiser sa position, ce qui en fait un ennemi dont il ne peut s'échapper. Il ordonne donc au scientifique de s'éloigner. Cependant, celui-ci, qui a toujours admiré Isao, répond que son devoir est d'assurer sa victoire et lui demande la permission de rester jusqu'au bout. Isao accepte et libère entièrement la puissance de son armure, tandis que le scientifique regrette, sachant parfaitement que libérer toute la puissance d'une arme numérotée représente un fardeau si lourd qu'il réduit la durée de vie de l'utilisateur. En contrepartie, la puissance obtenue équivaut à l'apparition d'un grand kaiju sous forme humaine. Isao charge avec toute sa force, et le numéro 9 riposte, leur puissance colossale s'entrechoquant. Pourtant, malgré tout le pouvoir qu'Isao déploie, il continue de perdre face à la force du numéro 9. Ce dernier attaque avec toutes ses techniques jusqu'à réussir finalement à lui arracher la tête. Mais malgré cela, le numéro 9 continue de parler, exigeant qu'Isao lui montre encore plus de son pouvoir. Isao est désormais en grand danger. Le scientifique dévie alors rapidement l'énergie vers les bras d'Isao afin qu'il puisse se protéger. Tandis qu'il bloque les attaques du numéro 9, il comprend que cette créature n'est pas seulement forte, malgré sa puissance écrasante, chaque coup qu'il porte le rend encore plus puissant, tandis qu'Isao faiblit. Isao est projeté violemment contre un mur, pensant qu'il n'est plus qu'une ombre de ce qu'il était quand sa femme était encore à ses côtés. Le numéro 9 l'attaque de nouveau et le jette au sol. Le scientifique, désespéré, fait tout son possible pour modifier l'armure et éviter les coups fatals, regrettant de ne pas pouvoir tout couvrir. Il comprend qu'à ce rythme, ils ne pourront pas tenir jusqu'à l'arrivée de Narumi. Isao se relève alors et dit à Kurusu qu'ils vont le vaincre. S'il reste sur la défensive, le numéro 9 finira par les éliminer. Il demande donc à Kurusu de transférer toute l'énergie restante vers les circuits d'attaque. Isao désactive alors les systèmes de défense de son corps pour augmenter la puissance de ses poings, tandis que Kurusu le supplie d'arrêter, car s'il fait cela, il ne pourra plus combattre par la suite. Mais Isao n'en a cure, car sa division de défense compte désormais des soldats exceptionnels. La nouvelle génération est magnifique, et à présent, il doit uniquement se concentrer sur ce combat, risquant sa vie comme l'avait fait sa femme face au numéro 6. Le numéro 9 ne lui laisse pas de répit et l'attaque de nouveau. Un flashback nous montre alors Isao aux côtés de sa femme, discutant du fait que Kikoru souhaite rejoindre la division de défense,
ce qui était attendu, étant donné qu'elle est leur fille. Sa femme lui dit que si Kikoru choisit finalement cette voie, elle lui imposera un entraînement très strict pour qu'elle survive, et lui demande donc de la gâter suffisamment pour deux. De retour au présent, Isao résiste à l'attaque et commence à dégager une immense quantité d'énergie. Kurusu comprend qu'Isao a accumulé une énorme charge d'énergie électrique à l'intérieur de son corps afin de lancer une attaque dévastatrice. Le problème est que son corps humain ne pourra pas supporter une telle décharge. Isao commence à libérer toute sa puissance, pensant qu'il n'a jamais fait grand-chose digne d'un véritable père, et qu'à présent, il doit tout donner pour éliminer cette catastrophe et garantir un avenir à sa fille. Il attaque le numéro 9 de toutes ses forces, libérant une énorme quantité d'énergie qui traverse tout le lieu. Les autres membres de la division comprennent alors ce qu'Isao s'apprête à faire, il utilise le rayon principal du numéro 2, celui qui avait autrefois détruit Sapporo. Mais un tel assaut serait fatal pour un corps humain. Malgré tout, Isao parvient à exposer le noyau du numéro 9. Ce dernier éclate de rire, trouvant cela splendide, mais déclare qu'il s'était préparé à résister à un tel coup et modifie aussitôt son corps pour protéger son noyau. Pourtant, il est stupéfait de voir qu'Isao utilise son autre point pour lancer un second rayon, se demandant comment un humain peut accomplir un tel exploit. Son corps est détruit, et un énorme rayon fend un bâtiment en deux. De son côté, Kafka se demande ce qui se passe quand soudain Narumi passe devant lui, le visage visiblement inquiet. Tous deux se précipitent à toute vitesse vers le lieu du combat, tandis que Kurusu se relève et part à la recherche d'Isao. Il est alors choqué de constater que le numéro 9 est toujours en vie. Il commente que c'est surprenant que son corps renforcé n'ait pas résisté, mais malheureusement, c'est là la limite d'un être humain, si son corps avait été celui d'un kaiju, cela aurait sans doute signé sa défaite. Le numéro 9 commence à se régénérer, tandis qu'Isao, inconscient mais animé d'une volonté farouche, parvient à murmurer qu'il lui faut encore un tir. Le numéro 9 déforme entièrement son corps, entourant complètement Isao, annonçant qu'il est temps que le numéro 2 redevienne un kaiju. Et finalement, il avale Isao sous les yeux stupéfaits de Kurusu. Peu après, Narumi et Kafka arrivent sur les lieux et découvrent le corps d'Isao. Narumi tente de s'approcher, mais Kafka comprend aussitôt que ce n'est pas Isao et retient Narumi juste à temps pour éviter un tir, restant choqué par la puissance dégagée. Narumi, inquiet, essaie de communiquer avec Isao, mais le numéro 9 retire son émetteur et déclare que s'il parle du spécimen compatible, il l'a tué et s'est fusionné avec lui. À cet instant, Kikoru rejoint le combat, mais elle est incapable de lui faire le moindre mal. Le numéro 9, réalisant qu'il s'agit de la fille du spécimen compatible, décide de l'éliminer. Narumi intervient aussitôt, l'attaquant sans relâche, mais reste stupéfait de ne pas réussir à lui faire de dégâts. C'est alors que Narumi se souvient de sa rencontre avec Isao, lorsqu'il lui avait dit qu'une fois son groupe de la division la plus puissante formé, il comptait se retirer complètement du combat, lui laissant la direction de la division de défense et tout le pays. Narumi décide alors d'abattre ce salaud pour récupérer le corps d'Isao. Mais le numéro 9 déploie soudain des ailes, annonçant qu'il doit partir, car une fois fusionné avec un nouveau corps, celui-ci finit toujours par le rejeter. Narumi refuse de le laisser fuir et charge de nouveau, sans réussir à l'atteindre. Le numéro 9 lui explique que son pouvoir ne fonctionne que lorsque la défense de son adversaire est très faible, ce qui n'est pas le cas ici, donc il ne peut rien contre lui. Kafka entre alors dans le combat, exigeant qu'il rende le corps d'Isao. Le numéro 9 répond que s'il n'a rien pu faire contre lui auparavant, cette fois tout est différent, et qu'il s'emparera bientôt de son pouvoir. Kikoru a conscience qu'elle fait face à l'être qui a tué son père, mais elle est incapable d'agir, ce qui la fait se sentir impuissante, voyant le visage d'Isao sur cet ennemi. De leur côté, Kafka et Narumi continuent d'affronter le numéro 9, mais ils peinent face à son pouvoir démesuré. Kafka est même surpris de voir qu'il peut leur tenir tête, bien qu'il combatte aux côtés du capitaine. Lorsqu'il bloque un coup de poing du numéro 9, la puissance de l'attaque endommage son bras, trop intense pour être supporté, le faisant reculer comme si de rien n'était. Une fois de plus, le numéro 9 déploie ses ailes pour s'enfuir, mais soudain, l'un de ses bras se détache de son corps. Voyant cela comme une opportunité, Narumi charge son pouvoir de combat et fait un signe à Kafka. Sans perdre de temps, celui-ci plante son arme directement dans le flanc du numéro 9 et, une fois l'arme enfoncée, tire pour combiner l'attaque avec un tir à haute puissance. Le numéro 9 rencontre des difficultés à cause du rejet que subit son nouveau corps et, distrait, il ne peut réagir au point que Kafka lui assène de l'autre côté, laissant une partie de son corps vulnérable. À ce moment, Kafka déclare au numéro 9 qu'il ne le laissera pas s'échapper, car cette situation est totalement inacceptable, faisant cette déclaration en pensant à tous les événements douloureux causés par ce dernier. Emporté par la colère, Kafka crée un propulseur d'énergie au niveau de son bras, ce qui lui permet de porter un coup extrêmement puissant qui repousse le numéro 9 à bonne distance. À peine remis de l'impact, le numéro 9 remarque que le numéro 8 entrave son pouvoir de régénération, et le rejet qu'il subit ne cesse de s'accélérer. Cela confirme ce qu'il pressentait, c'est bien contre lui qu'il devra se battre en fin de compte. À cet instant,
Kafka charge à nouveau pour lui asséner un autre coup de poing chargé de puissance, ce qui arrache un bras au numéro 9. En voyant cela, Kafka et Narumi se précipitent pour lui porter le coup final, pensant qu'il ne manque plus grand-chose pour le vaincre. Cependant, le numéro 9, conscient que même ces deux-là ne peuvent l'arrêter, active soudainement un mécanisme de défense avec tout son corps. Il se transforme en une bombe de grande ampleur qui engloutit toute la zone, touchant Kikoru et Akira dans une moindre mesure, car ils sont plus loin. Peu après, on voit le numéro 9 dans les airs, la partie inférieure de son corps se détachant et tombant au sol, conséquence de la contre-mesure qu'il a utilisée pour les arrêter. Il déclare avoir atteint sa limite et avoir failli perdre le corps qu'il vient d'acquérir. En tournant son regard, il constate que le numéro 8 et Narumi ont résisté à l'explosion, et tous deux l'avertissent qu'ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne l'auront pas vaincu. En réponse, le numéro 9 leur dit qu'il aurait dû faire cela dès le début et, quelques secondes plus tard, divise sa tête en deux pour charger deux rayons d'énergie dans des directions différentes, l'un vers Akira et l'autre vers Kikoru. Sans perdre de temps, Kafka se précipite pour les protéger, tandis que le numéro 9 trouve les humains étranges. Ensuite, il change son visage pour celui d'Isao et dit adieu au numéro 8, l'avertissant que la prochaine fois qu'il agira marquera le début de l'ère des kaiju. Kafka et Narumi bloquent les attaques lancées, ce qui permet au numéro 9 de s'échapper complètement en s'envolant. Quelques secondes plus tard, Kafka se dégage des décombres, constatant qu'il ne reste aucune trace du numéro 9. Il se remémore les paroles de ce dernier avant son départ et maudit le fait qu'il ait dit cela avec le visage du commandant Isao. Après avoir annulé sa transformation, il tombe à genoux, submergé par la frustration, et pousse un cri de colère. Pendant ce temps, Kikoru reste inconsciente derrière lui. Plus tard, la nouvelle de la mort en combat du directeur de la division de défense, Isao Shinomiya, est rendue publique. Toute la division se réunit pour ses funérailles, et une cérémonie appropriée est organisée pour honorer son départ, reconnaissant ainsi son immense valeur pour le pays. Narumi se souvient d'un moment de son passé où, simple soldat, il avait été témoin de la puissance d'Isao. Il garde aussi en mémoire la responsabilité que ce dernier lui a confiée, protéger la division et le pays. Pendant ce temps, Kafka remarque que Kikoru n'est pas présente aux funérailles. Peu après, Narumi visite le bureau où se trouvait autrefois Isao, où Kikoru est assise, sans énergie. Lorsqu'elle remarque sa présence, elle avoue qu'elle n'a rien pu faire pour son père, se reprochant d'être trop lente et de ne pas avoir pu le sauver. Narumi tente de lui expliquer les choses, mais Kikoru, en larmes, se lève avec détermination et lui demande de l'aider à devenir encore plus forte. Elle est convaincue que son père est encore prisonnier dans le numéro 9, et elle ne lui rendra hommage qu'une fois qu'ils l'auront éliminé pour de bon. Après s'être calmée, elle s'excuse pour son comportement et accepte la punition pour avoir manqué les funérailles. Narumi l'interrompt, annonçant qu'il la rendra plus forte que lui pour leur prochaine confrontation avec ce maudit kaiju. Il lui enseignera, à coup dur, ce qu'Isao lui a appris de la même manière, et ne la pardonnera pour son absence à la cérémonie que si elle s'améliore et fait des efforts. Ces mots font déborder les émotions de Kikoru, mais, comprenant ses intentions, elle répond avec détermination qu'elle est prête à apprendre. Kafka, dans le couloir, entend cette conversation et se concentre sur la marque kaiju sur sa main. Sans rien dire, il la cache avec un gant et promet avec détermination de vaincre le numéro 9. Nous passons ensuite à Akira, qui conduit Keiji dans la zone de laboratoire fréquentée par Isao pour lui montrer quelque chose de confidentiel. Il explique qu'il menait des recherches secrètes sur ordre d'Isao, qui avait demandé que, s'il lui arrivait quelque chose, tout soit révélé à Keiji avec ses instructions. Keiji se plaint intérieurement qu'Isao lui laisse toujours les tâches les plus compliquées, mais il plaisante. Après réflexion, il ordonne à Kira de poursuivre le développement car c'est ainsi qu'ils vengeront Isao. Un nouveau jour, Kikoru s'entraîne contre la lieutenant Shinonome, échangeant des coups au corps à corps, mais elle est facilement surpassée, Shinonome maîtrisant parfaitement les distances, ce qui explique pourquoi elle utilise une arme lourde au combat. Narumi trouve cela ennuyeux et demande à Kikoru quand elle atteindra un niveau où elle pourra vraiment l'affronter. Cela l'agace, comme n'importe qui, mais Narumi précise que tous les lieutenants du premier escadron ont le potentiel pour devenir capitaine s'ils s'efforcent. Il lui propose de les surpasser en moins d'un mois, le temps qu'il lui faudra pour terminer le jeu vidéo qu'il tient. Il ajoute qu'elle n'y arrivera pas à temps à moins d'avoir un potentiel exceptionnel. Après avoir eu l'air cool, il est éjecté de sa chaise par une bonne claque, car on lui reproche de paresser et on lui demande de se mettre au travail. Ignorant cela, Kikoru demande à Shinonome un autre duel. En voyant son regard, Shinonome comprend qu'elle veut vraiment les surpasser en un mois. Lorsqu'une autre personne tente de la dépasser, cela motive encore plus Kikoru, et Shinonome apprécie son attitude. À ce moment, Eiji approche de Narumi et lui demande s'il a décidé si le kaiju numéro 8 restera dans la division. Avant qu'il ne réponde, Narumi reçoit un rapport par radio sur le kaiju numéro 8. De retour avec Kafka, il visite son ancien appartement, heureux de s'y sentir chez lui, ouvrant la fenêtre pour profiter de la vue et de l'air frais. À ce moment,
un scientifique informe Narumi et I que la transformation de Kafka progresse, une partie de son corps ne redevient plus humaine. Ce cas étant sans précédent, ils craignent qu'à force de se transformer, il ne puisse plus redevenir humain. Lorsqu'il demande si Kafka est au courant, le scientifique confirme que oui et qu'il a actuellement la permission de sortir pour organiser ses affaires, sous stricte surveillance, car il pourrait retourner à une vie normale selon le résultat. Cette information laisse Narumi songeur, sans commentaire pour le moment. Pendant que Kafka organise ses affaires, quelque chose attire son attention, et il demande à ses gardes de se rendre ailleurs. Ces derniers, comprenant ses intentions, se détendent et le suivent dans une autre voiture, Kafka préférant prendre sa moto. À un feu rouge, il remarque un enfant dans la voiture à côté et le fait rire en faisant une grimace, ce qui lui procure un moment de joie après tout ce qu'il a traversé. Dans un changement de scène, on voit les ouvriers du nettoyage de kaiju, qui peinent à gérer les membres et parties des kaiju fourmis du dernier combat. Les novices informent Tokuda, l'ancien collègue de Kafka, que ces parties résistent aussi thermiques. À court d'options, Tokuda leur indique de couper les articulations pour les broyer ensuite, ajoutant qu'entourés de tant de corps, ils ressemblent même à des fourmis. À ce moment, Kafka arrive pour les saluer, et ils sont ravis de le voir. Il explique à Tokuda qu'il est passé au bureau, où on lui a dit qu'ils étaient ici, alors il est venu directement. Quand Tokuda lui demande pourquoi il est là, Kafka répond qu'il s'est souvenu avoir emprunté des choses à eux et est venu les rendre. Tokuda trouve cela inutile, vu le temps écoulé, mais il est distrait lorsque Kafka observe les ouvriers, semblant nostalgiques. Soudain, Kafka s'approche d'un nouvel outil et n'hésite pas à l'essayer sur un cadavre de kaiju. Il note que les zones près des artères sont délicates, mais coupe ces zones avec une facilité déconcertante, impressionnant tout le monde. Contrairement à eux, Tokuda souligne que c'est digne d'un vétéran de 10 ans. Un autre ouvrier reproche à Kafka d'avoir quitté l'équipe, car il se retrouve à gérer les entrailles et n'a presque plus d'odorat, ajoutant que tout serait mieux s'il revenait. Réalisant l'impact de ses paroles, Tokuda le fait taire en l'aspergeant avec un pistolet à eau. Grâce à cela, Kafka évite d'être affecté et se concentre sur le travail, observé par ses gardes, qui ne comprennent pas ce qu'il fait. Lorsqu'il s'en va, le jeune ouvrier demande ce qui se passera maintenant, rappelant qu'Isao, le héros invincible de son enfance, a été tué. Il suggère à Tokuda de fuir, évoquant le mariage imminent de sa fille, mais Tokuda, en colère, lui ordonne de se taire, affirmant qu'ils ne fuiront pas, car sinon, personne ne nettoierait les corps une fois que la division aura vaincu le numéro 9. Après être parti énervé, le jeune admet que Tokuda dit parfois des choses géniales, malgré son penchant pour l'alcool et ses dettes de 50 000. Entendant cela, Tokuda lui intime de se taire. En chemin, Tokuda pense avec conviction que la division de défense japonaise ne restera pas les bras croisés et espère que Kafka lui donnera raison. Cet après-midi-là, Kafka observe la marque Kaiju sur son poignet, déterminé à vaincre le numéro 9 pour ne plus voir ses camarades souffrir. Soudain, Narumi s'assoit près de lui et lui annonce qu'il ne peut pas rester dans la division. Cette nouvelle surprend Kafka, contredisant son désir de continuer à se battre pour aider ses camarades. Narumi suppose qu'il connaît les raisons, s'il continue de se transformer, il risque de ne plus redevenir humain, ce qu'il ne peut permettre. Il s'approche, l'attrape par les vêtements et lui dit qu'en dépit de cela, il a besoin de son aide, même s'il devient un kaiju à part entière, auquel cas il le tuera. Il insiste sur leur désir commun de détruire le numéro 9, car seuls ceux qui étaient présents comprennent cette frustration. Il refuse de croire que Kafka abandonne à ce stade et attend sa réponse. Kafka explique que son but est d'atteindre un objectif, et que le directeur, malgré l'opposition de tous, lui a donné une chance qu'il ne veut pas trahir. Sans détour, il confirme qu'il est prêt à se battre. En l'entendant, Narumi lui demande de le suivre, car c'est désormais au tour de la division de défense d'agir. On voit l'entraînement intensif de chaque membre de la division, démontrant leur détermination à éradiquer les kaiju. Ensuite, Shoshiro visite une zone spéciale du laboratoire de la base et salue quelqu'un qui a mis du temps à se réveiller, le kaiju numéro 10, maintenu dans un conteneur où seule sa tête et son noyau restent en vie. Oshina vient rencontrer le corps du kaiju numéro 10, ou plutôt ce qu'il en reste, enfermé dans un tube de verre. Les scientifiques à proximité l'analysent et indiquent que sa fortitude actuelle est de 5,7, ce qui représente une grande quantité d'énergie dans cet état. Oshina arrive et dit enfin, « Tu es réveillé ». Le kaiju tente également de l'effrayer, se montrant audacieux en affirmant que personne ne peut impressionner comme lui. Oshina lui dit que s'il réessaie encore son intimidation, il le tuera sans sourciller. Le kaiju numéro 10 rit et répond que l'homme au katana est différent des autres, qu'il savait qu'il l'était et que peut-être il aurait gagné et l'aurait mangé. Oshina réplique qu'il ne veut pas perdre de temps, qu'il y a un kaiju numéro 9 et qu'il a besoin d'informations à son sujet. Il lui demande de tout dire. Le kaiju numéro 10 accepte et explique que c'est son créateur, celui qui l'a fabriqué. Cette révélation plonge l'atmosphère dans le silence, tout le monde est choqué. Le kaiju numéro 10 poursuit en réclamant qu'en échange, Oshina le sorte d'ici et se batte contre lui. Après l'intro, le kaiju numéro 10 insiste et demande encore à Oshina de se battre contre lui.
Oshina refuse et explique que de toute façon, son noyau est tellement endommagé qu'il n'est pas en état de se battre. Le kaiju numéro 10 admet qu'il le sait, mais ce n'est pas ce que Oshina pense. Il ajoute que les humains ont une technologie capable de transformer un corps du kaiju en arme et demande donc à être transformé en arme et équipé. Le kaiju numéro 10 s'agrandit légèrement et dit à Oshina, face au ver, de lui donner son corps. Mina, qui observe, pense que ce kaiju veut devenir une arme. Les scientifiques avertissent Oshina qu'ils n'ont pas besoin de ce kaiju pour fabriquer une arme, car un kaiju capable de penser autant pourrait être dangereux une fois transformé. Ils précisent qu'il pourrait être tué ou devenir incontrôlable, et que beaucoup de choses peuvent arriver. Le kaiju numéro 10 déclare qu'il a adoré se battre contre Oshina, que ce fut un combat mémorable. Oshina rétorque qu'il n'a rien apprécié, mais le kaiju numéro 10 insiste en affirmant qu'il ment, car il pouvait voir dans ses yeux à quel point il aimait ce combat. Oshina, après avoir entendu cela, finit par dire qu'il a besoin de temps pour réfléchir. En sortant, il parle à une scientifique qui lui confie que ce kaiju est effrayant et qu'il semble étrangement l'aimer, voulant se battre avec lui. Oshina avoue avoir eu peur en lui parlant et ne veut pas l'équiper. La scientifique approuve, expliquant qu'il refuse également, car ils ignorent les intentions du kaiju et ce qui pourrait arriver s'il prenait complètement le contrôle du corps de Oshina. Oshina réfléchit, constatant qu'il est fort et qu'ils n'ont pas d'autres sources d'informations, mais que si les choses tournent mal, il pourrait être tué. Il en parle à son capitaine et décide de conclure l'accord. Mina accepte et promet de parler au quartier général pour transformer le numéro 10 en arme. Oshina retourne voir le kaiju numéro 10 et lui annonce qu'ils ont un accord et qu'il doit commencer à parler. Il précise cependant que ce n'est pas le kaiju qui le contrôle, mais bien lui qui commande. Le visage effrayant du kaiju numéro 10 est montré, puis la scène coupe. On passe au site d'entraînement, où Kikoru et les autres savent que le vice-capitaine Oshina va arriver. Eiji informe Kafka et Kikoru qu'une réunion concernant le kaiju numéro 9 va avoir lieu. Kafka pense qu'il n'a pas encore présenté ses excuses à Oshina pour lui avoir caché certaines choses. Eiji demande où est Narumi, et Kikoru répond qu'il est parti avec les chefs de peloton. Eiji s'inquiète, expliquant que la première et la troisième division, partageant la juridiction de Tokyo, sont toujours en compétition et se disputent. La scène montre l'équipe de Oshina d'un côté et celle de Narumi de l'autre. Narumi interpelle Oshina et lui demande qui l'a autorisé à venir ici. Oshina se moque en disant que le capitaine Narumi est venu l'accueillir en personne et qu'il a été appelé par quelqu'un de plus important que lui, son patron au quartier général. Narumi, furieux, déclare que sur cette base, les gens aux petits yeux et aux cheveux en bol n'ont pas leur place. Oshina réplique qu'il est toujours fâché parce qu'il l'a battu en éliminant des petits kaiju. Narumi s'énerve davantage et une dispute éclate. Les équipes se querellent sur des incidents passés, comme une neutralisation non autorisée dans le territoire de l'autre. Eiji intervient, frappe Narumi et dit à Oshina que ça faisait longtemps et qu'il va lui montrer la salle de conférence. Dans la salle de réunion, semblable à un parlement, toute la force de défense est présente, certains par appel vidéo. On voit le vice-capitaine de la première division, Eiji, le capitaine Narumi, le capitaine de la deuxième division, Jura, le capitaine de la troisième division, Mina, le vice-capitaine Oshina et le capitaine de la quatrième division, Ogato. Jura taquine Narumi, qui rétorque qu'il peut faire ce qu'il veut. Mina intervient en disant de laisser tomber, que ce n'est pas nouveau. Narumi, agacé, accuse Mina de dire pire que Oshina. Ogato tente de calmer tout le monde, tandis que Jura reproche à quelqu'un de boire en réunion. Le directeur de la force de défense, Keiji, apaise la situation et demande à Oshina de prendre la parole. Oshina commence sa présentation en expliquant qu'ils ont de nouvelles informations sur le kaiju et que c'est un danger qu'aucun d'entre eux ne peut affronter seul. Narumi demande d'où viennent ces informations. Oshina explique qu'ils ont le numéro 10 en leur possession et que ce qu'il a dit est surprenant, car le numéro 9 l'a créé. Tout le monde est choqué qu'un kaiju puisse en créer un autre d'une force de 9. Oshina précise que le numéro 9 est le premier kaiju avec cette capacité et que le numéro 10 était un prototype. Le kaiju numéro 10 a également révélé que le numéro 9 prend possession des souvenirs des personnes qu'il absorbe. Il a consommé le directeur, ce qui signifie qu'il possède toutes les connaissances de la force de défense. Ils devront affronter à la fois le directeur et le numéro 9, qui avertit dans sa conscience que les mois à venir seront très difficiles et imprévisibles. Cela dépasse leurs calculs, mais il y a de l'espoir avec des recrues inexpérimentées mais prometteuses, qui pourraient devenir la clé de la victoire. La question se pose de savoir qui utilisera l'arme du numéro 6, connue comme la plus puissante et dangereuse, surnommée l'ancien roi Kaiju. Les données montrent qu'un nouveau recruté, Reno, correspond aux critères de l'arme numéro 6, repéré lors de l'examen d'entrée. On voit Reno combattre des kaiju avec ses amis, et Ogato remarque qu'il a la capacité d'utiliser l'arme numéro 6 comme une combinaison. Ogato, qui s'apprête à boire, est arrêté par son assistant, qui n'est autre que la vice-capitaine de la 4e division. Il dit que cette responsabilité va l'écraser. Il est révélé que le kaiju numéro 6 avait une force de 9,6, extrêmement dangereux, et que la mère d'un personnage a combattu ce kaiju, causant de nombreuses pertes.
Ogato annonce qu'ils vont faire de Reno l'utilisateur de cette arme. Reno frappe à la porte, et Ogato lui demande s'il connaît l'arme numéro 6. Reno répond qu'il en a entendu parler. Ogato explique que cette arme peut écraser un kaiju en un claquement de doigts et renforcer le combat en première ligne, mais que la moitié de ses utilisateurs meurent avant de quitter la force. Il conseille à Reno de refuser, mais Reno, inspiré par Kafka, qui s'est donné à la force de défense en tant que kaiju numéro 8, décide de ne pas refuser. Reno est testé avec l'arme numéro 6. Ogato précise qu'il ne travaille que sur son bras, mais que ce sera difficile. Reno accepte de commencer. Pendant le test, Reno ressent une immense douleur, comme si l'arme drainait toute sa force, et reçoit un choc électrique. Ogato demande à la vice-capitaine de préparer une civière. Son corps commence à changer et il voit kaiju numéro 6. Reno, épuisé, se retrouve à l'hôpital. Son ami Yaru lui dit qu'il est dans la salle médicale. Ogato explique à Reno que les armes kaiju sont difficiles à manier et que le stress qu'il a subi est insupportable. Il lui demande à nouveau de refuser, mais Reno insiste en affirmant qu'il sait que c'est dangereux, mais qu'il est prêt. Ogato pense que Reno risque de mourir, mais accepte de lui donner un mois de période d'essai, après quoi il sera envoyé en mission de neutralisation sous sa supervision, pour vérifier s'il est digne d'utiliser l'arme numéro 6 sur le champ de bataille. Dans le passé de Yaru Furuhashi, nous voyons qu'il excellait comme le meilleur de sa classe dans un cours militaire spécial, un fait accepté par ses camarades qui le considéraient comme intouchable. Au lycée, il était invincible, son cerveau absorbait tout ce qu'il étudiait, et son corps se renforçait à chaque entraînement, ignorant ses propres limites. L'idée de devenir encore plus fort l'enthousiasmait et le motivait constamment. Mina Hashiro, Ken Narumi et Isao Shinomiya étaient ses modèles de vie, et croient fermement en son potentiel de devenir aussi puissant qu'eux. Nous passons maintenant au moment où Yaru assiste au test de compatibilité de Reno avec l'arme numéro 6, qui se solde par un échec total, ce que certains présents avaient anticipé. Yaru est choqué en voyant Reno emmené sur une civière, ressentant une certaine frustration à ce sujet. Plus tard, le 4e escadron organise et délimite une zone autour d'un kaiju principal, loin de la ville, accompagné d'autres kaiju résiduels. Une fois cela fait, ils informent le capitaine Ogato, qui reste à distance près de la base des opérations, supervisant tous les détails de l'opération. Ogato demande au contrôle comment va Reno, voulant savoir s'il sera prêt pour cette mission. On lui explique que les ondes cérébrales de Reno sont normales et que ses cellules présentent des valeurs standards. De son côté, Reno informe Ogato qu'il attend les ordres, portant déjà la combinaison complète du numéro 6. Yaru, observant de près, remarque que, bien que Reno n'ait pas encore libéré tout son potentiel, il ressent un froid glacial qui pourrait le geler s'il reste à ses côtés. Ogato admet avoir du mal à y croire, car en seulement un mois, Reno a atteint les valeurs nécessaires pour un combat réel. Il voulait lui donner une tâche impossible pour lui faire comprendre la réalité, comme le font souvent les anciens avec les jeunes. Toko rétorque qu'une telle attitude serait considérée comme un abus de pouvoir dans une entreprise et que, selon les données du 3e escadron, la progression de Reno est anormale. Sa puissance de combat actuelle est bien inférieure à celle de Kikoru Shinomiya, mais il la dépasse largement en vitesse d'amélioration. En entendant cela, Ogato le qualifie de génie, tout en soulignant qu'un champ de bataille n'est pas un entraînement. Il ordonne à Reno d'éliminer le kaiju principal avec l'aide de son équipe. Il s'agit d'un Talpidé 67, apparu pour la première fois en 1967, et depuis, il se manifeste dans cette région tous les 5 ans, avec une fortitude de 6,4. Si la situation devient compliquée, Ogato interviendra pour l'éliminer. Enfin, il dit à Reno qu'il est temps de prouver s'il est le candidat compatible avec l'arme numéro 6. Dès que Reno accepte ses ordres, l'opération d'extermination commence, lui permettant d'avancer en descendant un précipice avec les autres. Yaru, surpris par sa rapidité, décide de libérer tout son potentiel pour être utile, ne voyant pas l'intérêt de se retenir. En chemin, Reno se souvient des paroles de Ogato, l'utilisation des armes numérotées des kaiju est lourde et réduit l'espérance de vie, c'est pourquoi, pendant la période d'essai, il n'aura que 10 minutes. Conscient du temps limité, Reno sait qu'il doit prouver sa valeur. Quelques secondes plus tard, il arrive à une distance où un kaiju résiduel le repère et l'attaque agressivement. Reno évite un choc direct en se déplaçant sur le côté, mais la glace générée sous ses pieds le gêne, car il ne maîtrise pas bien le froid. En conséquence, il esquive maladroitement l'attaque suivante et devient vulnérable en tombant. Juste avant d'être attaqué, Yaru et les autres arrivent pour le soutenir, tirant sur le kaiju. Yaru, se rappelant sa promesse de protéger Reno la prochaine fois, est stupéfait lorsqu'un seul tir de Reno suffit à repousser le kaiju. Sans perdre de temps, Reno s'élève pour un meilleur angle, achevant l'ennemi avec 2 puissantes balles de glace qui le congèlent et le font exploser. Distrait par cette puissance, Yaru est averti par Reno de rester concentré, ce qui lui permet d'esquiver une attaque soudaine d'un autre kaiju. En reculant, Yaru commence à se frustrer, se demandant pourquoi il ne peut pas vaincre ne serait-ce qu'un de ces kaiju. Sa mauvaise passe a commencé lorsqu'il a rejoint l'escadron, ses résultats cessant de s'améliorer comme il le souhaitait.
En rencontrant des personnes vraiment talentueuses, il a peu à peu réalisé qu'il ne leur arrivait pas à la cheville, malgré ses efforts incessants. L'écart entre eux et lui ne cessait de grandir. Puis, le véritable monstre est apparu, Reno Ishikawa. Incapable de contenir un kaiju secondaire, Haru est projeté loin par un coup. Un drone s'approche, et Ogato lui ordonne de ne pas se surmener et de se retirer. Haru se sent pathétique, et alors qu'un kaiju s'approche pour l'attaquer, Reno s'interpose pour le protéger, le remerciant de l'avoir aidé à se concentrer. Il tire ensuite avec une puissance dévastatrice, gelant complètement le kaiju secondaire. Haru, observant cela, souhaite intérieurement que Reno ne le laisse pas derrière. Malgré ce désir, Reno lui dit qu'il va s'occuper du reste pour affronter le kaiju principal. Face à face avec ce dernier, Reno libère son plein potentiel, atteignant une puissance de combat de 43%. Il esquive un coup puissant et gèle une patte du kaiju à une vitesse impressionnante. En escaladant son corps pour prendre de la hauteur, il constate que sa stratégie échoue, la peau du kaiju est trop dure, et sa régénération dépasse les dégâts qu'il inflige, rendant impossible l'atteinte de son noyau. Désespéré, il aspire à plus de puissance, et en quelques secondes, sa puissance de combat grimpe à 46%. Ogato, alarmé, comprend que ce n'est pas normal. Reno prend un nouvel angle pour tirer sur la patte endommagée, créant un grand trou, mais cela reste insuffisant. Convaincu qu'il lui faut plus de puissance, sa puissance de combat atteint 51%. Lorsque le contrôle lui demande s'il va bien, Reno répond que tout est en ordre, sa tête plus froide que jamais. Haru, inquiet en l'entendant par le communicateur, et Ogato note que la situation semble mauvaise. Reno se répète qu'il a besoin de plus de puissance, se précipitant pour attaquer à nouveau le kaiju principal, qui change soudainement de forme. Ogato suppose que quelqu'un l'a mis en colère. Dans l'esprit de Reno, il se critique pour ne pas être assez fort, pensant que Kafka et Haru n'auraient pas été blessés s'il avait eu le pouvoir nécessaire. Cette pression fait virer ses yeux au rouge. En courant sur un mur étroit, il évite une attaque à distance du kaiju principal, prenant un élan pour un saut puissant. Haru reconnaît que c'était trop rapide. Depuis un angle mort, Reno tire des balles de glace sur plusieurs points du corps du kaiju, causant des dégâts suffisants pour que le contrôle rapporte la destruction d'un organe. Cependant, il signale une augmentation de sa pression sanguine et 6 déchirures musculaires. Il est évident que ces mouvements dépassent ses limites physiques, et les scientifiques comprennent que son corps ne tiendra pas longtemps. L'un d'eux pense qu'il perd la raison à cause du numéro 6, mais Ogato clarifie que c'est la faute du véritable Reno Ishikawa. Les utilisateurs des armes numérotées sont affectés par l'énergie massive du kaiju, synchronisée avec leurs cellules. Leur corps devient dépendant, leur cerveau hyperactif, et la transmission synaptique s'accélère anormalement. Ainsi, leur véritable personnalité et leurs ambitions sont amplifiées, et selon leur nature, ils peuvent se détruire eux-mêmes. Un homme objecte que cela n'est jamais arrivé à l'entraînement, mais Ogato explique que le champ de bataille crée des situations imprévues en raison de l'extrême stress physique et mental. Selon les registres de la division de défense, le numéro 6 est le plus puissant de l'histoire, imposant une charge mentale et physique excessive. Si Reno ne parvient pas à se contrôler, Ogato lui interdira d'utiliser cette arme. Revenant à Haru, il avance péniblement sur le chemin gelé créé par Reno. Il repense à son soulagement coupable lorsque Reno a échoué au test de compatibilité, se sentant misérable pour cette pensée. Dans l'esprit de Reno, il ressent une immense douleur tandis qu'une partie de lui exige toujours plus de puissance, l'incapable de contrôler ses émotions, le consumant lentement. Après un saut, Reno atterrit et gèle soudainement un rayon de 50 mètres autour de lui, empêchant les soldats de l'approcher pour le soutenir. Ogato pense qu'il fait cela pour éviter d'impliquer les autres, signe de son grand sens des responsabilités. Le dommage infligé au kaiju principal gèle 35% de son corps, surpassant sa régénération. Cependant, le contrôle rapporte 16 déchirures musculaires et 4 fractures osseuses chez Reno. Malgré cela, il continue de tirer sans relâche, mais après un autre saut, il réalise que sa jambe est complètement brisée. Ogato lui ordonne par radio d'arrêter, annonçant qu'il rejoint le combat et demandant à Toko de secourir Reno. Face à cet échec, Reno se critique pour sa faiblesse et son incapacité à sauver les autres. Soudain, Haru brise une partie de la forêt gelée pour atteindre Reno, demandant au capitaine plus de temps pour eux deux. Ogato avertit que la zone est trop dangereuse, mais en voyant Haru avancer, il demande à Toko quelle est sa puissance de combat. Elle répond 24%, ce que Ogato trouve étrange par rapport à ce qu'il observe. Sans s'arrêter, Haru déclare que Reno est extraordinaire, toujours soucieux de ses amis, au point qu'il en est jaloux. Avec un dernier effort, il détruit un mur de glace pour atteindre Reno, le prenant sur son dos pour se diriger vers le kaiju principal. Dès que Reno reprend conscience, Haru explique que le capitaine leur a accordé plus de temps, les supérieurs retenant le kaiju. Il veut permettre à Reno d'attaquer le noyau d'un tir précis. Reno craint que cela ne mette Haru en danger, mais ce dernier le jette au sol, lui disant de ne pas le sous-estimer et de ne pas tout faire seul, lui ordonnant d'accepter son aide. Reno prend ses paroles à cœur,
reconnaissant que Yaru le pousse toujours à aller de l'avant quand il a peur. Cela le calme, et il accepte son soutien. Yaru avertit Reno de ne pas manquer son signal, ce que Reno confirme. En mettant son masque, Yaru annonce le début du temps supplémentaire, et ils se dirigent ensemble vers le kaiju principal, déterminés à réussir. À peine Yaru et Reno se disposent à travailler en équipe, le premier se charge d'attaquer de front le kaiju, tandis que Reno garde ses distances afin d'attendre une opportunité de tirer. La zone de contrôle rapporte alors que leurs ondes cérébrales reviennent à la normale. Malgré cela, Ogato garde à l'esprit que le corps de Reno est en morceaux, ce qui signifie qu'il ne peut plus se battre et qu'ils ne pourront pas exposer le noyau sans lui, une étape pourtant indispensable pour vaincre le kaiju. Il précise que les 24% du potentiel de combat de Yaru ne suffisent pas et que cela pourrait compromettre l'épreuve. À ce moment-là, Yaru réduit la distance avec le kaiju et, après plusieurs tirs sur son flanc, celui-ci réagit aux dégâts. Ogato est surpris en voyant cela, car ce n'est pas la puissance d'un potentiel de 24%. Il demande donc qu'on mesure à nouveau son potentiel. Les membres du personnel s'exaltent en voyant les données et annoncent aussitôt que le potentiel de Yaru est de 41%, ce qui pousse Ogato à échanger un regard avec Toko, intrigué par une telle information. Soudain, Yaru trébuche sur une pierre alors qu'il progresse dans la forêt, et après sa chute, le personnel annonce que son potentiel est descendu à 22%. Juste après, Yaru esquive la queue du kaiju en effectuant un énorme saut, et dans l'instant qui suit, son potentiel grimpe à 42%. Toko remarque que la puissance de Yaru s'élève lorsqu'il entre dans la zone, ce qui surprend Ogato, car il se pourrait qu'il soit du même type que lui. De plus, ses valeurs sont proches de celles de Reno, si bien qu'en apprenant à maîtriser sa force, il pourrait progresser considérablement. Par ailleurs, il médite sur ses propres réflexions, acceptant qu'il n'est pas un génie et qu'il ne deviendra pas un héros. C'est pourquoi, probablement, ce chemin le mènera encore au même mur. Mais même si cela arrive, il continuera de le frapper encore et encore, prouvant qu'il refuse d'abandonner. Mentalisé, il parvient à manœuvrer sur le corps du kaiju et à l'attaquer. Soudain, il est projeté au loin contre les arbres, mais il amortit sa chute en s'accrochant aux branches, ce qui le renvoie vers la rivière. Sans perdre de temps, il revient d'un bond sur le corps du kaiju et jure de continuer aux côtés des autres, leur demandant de le précéder et de l'attendre. Ensuite, il tire de toutes ses forces sur le kaiju, ce qui provoque une surchauffe. Les balles renforcées atteignent la partie gelée du kaiju, exposant ainsi son noyau. Toujours en plein vol, il crie dans le communicateur pour donner le signal à Reno qui, aussitôt, appuie sur la gâchette, dirigeant une attaque dévastatrice contre le noyau du kaiju. La puissance de l'impact est telle que l'ennemi s'effondre sur le côté, son corps transpercé, créant plusieurs piliers de glace. Ogato est impressionné par ce spectacle et, soudain, des souvenirs de son passé lui reviennent. Lorsqu'il était jeune, à la bibliothèque, Ikari s'était approché pour lui annoncer que ses cellules étaient compatibles avec celles du numéro 4 et que dès le lendemain il commencerait le test de compatibilité. Elle pensait que, si tout allait bien, il pourrait affronter des kaiju et réduire ainsi les dégâts dans leur juridiction. Alors que Ogato allait lui répondre que c'était une bonne nouvelle, elle lui demanda ce qu'il en pensait, cherchant à savoir s'il croyait pouvoir y arriver. Ogato se demande encore si, ce jour-là, s'il avait pris cette idée au sérieux, elle serait encore vivante et souriante. Quelques secondes plus tard, le kaiju s'effondre, et il confirme que la cible ne présente plus de signes vitaux. Reno a abattu le kaiju. Yaru revient en courant pour célébrer cette victoire en lui serrant la main, suivi par les autres soldats qui font de même. Un peu plus tard, Ogato repense qu'il n'a pas pu l'arrêter ni se battre à ses côtés quand cela comptait le plus. Il confie à Toko qu'il envie la jeunesse, tout en pleurant sans pouvoir s'arrêter. Voyant Toko s'éloigner, effrayé par ses larmes, il lui demande ce qui ne va pas. Elle répond qu'il est normal d'être troublé en voyant son supérieur pleurer soudainement. Après s'être calmé, Ogato annonce à Reno qu'il a réussi l'épreuve et qu'ils laisseront une partie de l'avenir du pays entre ses mains. Reno, vraiment heureux, le remercie chaleureusement. Yaru partage également cette joie. Toko demande alors à Ogato s'il est sûr de sa décision, car elle pensait qu'il allait lui parler des risques de se sacrifier par sens du devoir. Ogato précise que ce n'est plus nécessaire, car Yaru l'a déjà fait pour lui, et qu'il serait de mauvais goût pour un vieil homme de continuer à sermonner. Plus tard, Mina l'appelle et lui demande ce qu'il pense de Reno. Ogato répond que Reno est appliqué, mais têtu et imprudent. Malgré cela, ses compagnons lui font confiance et, en résumé, il est un jeune homme approprié pour hériter du numéro 6. Après l'avoir écouté, Mina affirme qu'elle ne compte pas laisser Reno mourir et voulait son avis, sachant qu'il est le plus prudent avec les armes numérotées. Ogato trouve étrange que quelqu'un compatible avec le numéro 6 et un autre jeune partageant ses caractéristiques soit apparu devant lui. Sans s'attarder là-dessus, il promet à Mina de leur enseigner tout ce qu'il pourra, prêt à les entraîner pour en faire des guerriers capables de la surprendre. Il se dit que c'est sans doute le destin qui lui est réservé pour avoir survécu, en regardant avec attention une photo où il apparaît avec Ikari. Nous retrouvons ensuite la base du 2e escadron où Aoi et Izumo, ainsi que les autres, apprennent une nouvelle majeure.
En même temps, Kafka et Kikoru sont également informés, Reno a officiellement hérité du numéro 6. Kafka réagit avec désaccord, terrorisé par l'idée qu'il utilise cette arme pour affronter le numéro 9. Il s'adresse à Eiji pour dire que c'est bien trop dangereux, mais est interrompu lorsque Kikoru lui assène un coup de poing dans le dos. À terre, elle lui rappelle ce qu'elle lui avait dit l'autre jour, ne pas sous-estimer les autres, d'autant que Reno est un grand guerrier. Elle conclut que si Reno devient plus fort, il ne lui reste qu'à le surpasser, se sentant plus motivé que jamais. Kafka se relève, un peu plus détendu, mais arborant une expression plus sérieuse. On remarque qu'il a recouvert la marque laissée par le kaiju numéro 8 sur sa main. Cette nuit-là, il part courir pour s'entraîner et réfléchit à la situation, finissant par donner raison à Kikoru. Comme il le savait déjà, Reno est extraordinaire, et tous l'acceptent grâce à sa propre force. En s'arrêtant pour reprendre son souffle, Kafka se demande ce qu'il a accompli de son côté par sa seule force, et si cela lui a suffi pour protéger quelqu'un. Il sait bien qu'ils n'ont pas besoin de lui, mais du kaiju numéro 8, en observant la cicatrice encore visible. Tête baissée, il est soudain interpellé par Oshina, qui lui demande pourquoi il a cet air triste et s'il compte, avec une telle attitude, prendre place aux côtés de la capitaine Mina. La présence soudaine de Oshina le surprend tellement qu'il peine à réagir. Avant qu'il ne puisse dire un mot, Oshina se jette sur lui à une vitesse fulgurante et place sa lame contre son cou. Kafka est tendu, paralysé, et recule jusqu'à tomber au sol. Oshina lui dit qu'il se sent mieux ainsi, qu'il prend cela comme une vengeance, précisant que c'est sa punition pour lui avoir caché son identité. Kafka, ému, tente de s'excuser, mais Oshina l'en empêche en l'immobilisant, lui rappelant qu'ils sont désormais quittes et qu'il déteste les scènes tristes. Alors que Kafka gît au sol, Oshina en profite pour lui dire qu'il est reconnaissant qu'il ait sauvé le 3e escadron. Il ajoute que ces mots ne s'adressent pas au kaiju numéro 8, mais à Kafka Ibino, qui s'est transformé sans réfléchir au danger. Il lui confie avoir appris que s'il continue de se transformer, il risque de ne plus redevenir humain. C'est pourquoi il déclare qu'il se chargera lui-même d'abattre le numéro 9 et qu'il n'est plus nécessaire pour Kafka de se transformer, mais qu'il doit avancer en tant que Kafka Ibino, même lentement. En entendant cela, Kafka ne peut retenir ses larmes, se rappelant que Oshina, sous ses airs stricts, est en réalité l'homme le plus gentil qui soit. Il le remercie sincèrement, mais ajoute qu'il veut être reconnu pour sa propre force, comme Reno, Mina et Kikoru, et qu'il ne supporte pas de ne pouvoir protéger personne. Il refuse de voir ses compagnons pleurer et se jure de redevenir le kaiju numéro 8 pour se battre, affichant une détermination inébranlable. Oshina le traite d'idiot pour s'être transformé dans une telle situation, convaincu qu'il ne reculera devant rien quand viendra le moment, et qu'il le fera pour protéger quelqu'un. Il se dit que la seule chose qu'il puisse faire, c'est le rendre plus fort. Il l'emmène alors au sanctuaire Ryunei, un lieu où, depuis l'époque Edo, on rend hommage à ceux qui sont morts dans les catastrophes liées aux kaiju ou en les exterminant. Il lui demande s'il connaît le grand kaiju de l'ère Meruki. Kafka confirme, en 1657, Moi a dévasté Edo et une grande partie de la région, une catastrophe historique. Oshina explique que c'était une époque où l'on devait combattre les kaiju de manière plus primitive, et que la plus grande bataille de l'époque s'est déroulée ici, marquant un tournant. Il lui dit qu'ils seront également honorés en ce lieu après leur mort et lui demande si cela le motive. Kafka répond positivement. Soudain, Oshina retire sa veste, s'étire et lui demande de l'attaquer, précisant qu'il va désormais l'entraîner, mais sans armure ni transformation, un combat à main nue pour évaluer ses progrès. Kafka, enthousiaste, accepte sérieusement. Il enchaîne les coups de poing, mais Oshina les esquive aisément et le déséquilibre d'un simple coup de pied, le jetant au sol. Kafka se relève aussitôt et poursuit ses attaques, conscient de la différence de niveau, mais bien décidé à montrer ce qu'il a appris depuis son départ du 3e escadron. Peu à peu, il encaisse de lourds coups, mais comprend vite que c'est inutile, il n'est pas à la hauteur. Il se convainc à nouveau qu'il ne peut rien accomplir sans se transformer. Mais à sa grande surprise, Oshina lui dit qu'il est devenu plus fort, voyant que son corps et ses mouvements prouvent qu'il n'a pas chômé à Ariake. Il reconnaît ses efforts, mais lui dit que ce n'est pas suffisant. En lui assénant un coup puissant à l'estomac, il l'avertit qu'il a trop confiance dans le pouvoir du numéro 8, dans sa résistance et sa régénération, et que cela le mènera à sa perte. Il lui explique que ce style de combat au corps à corps a été perfectionné par Isao pour éliminer les kaiju à main nue, et qu'il veut le lui transmettre pour réduire au maximum le temps de ses transformations, puisqu'il ne pourra jamais s'en passer. Il lui rappelle que tant qu'ils vivront dans ce pays, la lutte contre les catastrophes kaiju se poursuivra, et qu'il doit se battre pour l'avenir, même si cela signifie surpasser Mina. Kafka, éclairci dans ses idées, accepte ses paroles. Oshina, pour le taquiner, lui fait encore une clé, avant de l'inviter à rentrer. En s'éloignant, Kafka remercie le sanctuaire d'une révérence respectueuse. En relevant la tête, il croit voir la silhouette d'un samouraï en armure au regard perçant et intimidant. Mais lorsqu'Oshina l'appelle, il réalise que celui-ci n'a rien vu. Troublé, Kafka reprend sa route, sans comprendre ce qu'il vient d'apercevoir. Ici,
Itami repense au directeur Isao et l'on voit que la conscience du directeur Isao est encore active à l'intérieur de Kaiju numéro 9. Ensuite, le plan change et l'on voit Kafka en train de s'exercer aux techniques de combat de style escouade. Oshino lui avait expliqué que pour ces techniques, les jambes étaient très importantes, car c'est par elles que la force est générée, avant d'être transférée au point. C'est pourquoi il devait d'abord stocker dans sa mémoire musculaire les 5 mouvements de base. Oshino ajoute qu'il viendra 2 fois par semaine vérifier s'il s'entraîne vraiment. C'est donc pour cette raison que Kafka s'exerce à ces techniques. Mais soudain, Kafka a des crampes aux jambes et tombe au sol. À ce moment, Kikoru arrive et dit que cet entraînement est parfait pour lui, puisqu'il ne sait même pas utiliser une arme. Kafka lui dit de se taire, que c'est très difficile, et que si elle pense que c'est si facile, elle n'a qu'à essayer. Kikoru répond qu'elle sait que c'est très difficile, car son père faisait ces exercices tous les jours. Kafka réplique que si c'est le cas, alors il devra s'entraîner encore plus dur. En voyant cela, Kikoru remarque que Kafka a retrouvé sa motivation et lui rend son téléphone, que Oshina lui avait fait restituer. Elle lui conseille de reprendre contact avec tout le monde. Kafka rentre alors dans sa chambre. Mais depuis qu'il était devenu Kaiju numéro 8, il n'avait parlé à personne. Il se demandait donc ce que les autres pouvaient bien penser de lui, et cela le rendait très nerveux. Quand il allume enfin son téléphone, une pluie de notifications arrive, et il découvre 503 messages, dont il ignorait totalement l'existence. Il commence à penser que tout le monde a dû écrire des choses négatives sur lui et lui dire de rester loin d'eux. Terrifié, il hésite. Puis Reno l'appelle, mais Kafka, nerveux, coupe l'appel. Peu après, c'est le téléphone d'Haru qui sonne, et cette fois Kafka décroche. Il découvre que c'est Reno, furieux, qui lui crie dessus. Pourquoi n'avait-il pas répondu à ses appels, mais avait décroché celui d'Haru? Pourquoi n'avait-il rien dit depuis 2 mois? Même si on lui avait confisqué son téléphone, il aurait dû trouver un autre moyen de communiquer. Kafka s'excuse et explique qu'il n'en avait pas eu la permission. Reno lui reproche de ne même pas avoir essayé, et il est certain que c'est grâce à Kikoru qu'il a récupéré son téléphone. Mais en réalité, il lui avoue surtout qu'il était extrêmement inquiet pour lui. Kafka lui dit qu'il est désolé, qu'il avait trop peur. Il craignait que plus personne ne veuille de lui dans la 3e division, et que tout le monde ait peur de lui puisqu'il est un kaiju. Haru intervient et admet qu'ils avaient effectivement peur, car son pouvoir n'est pas humain, mais celui d'un kaiju. Mais cela ne veut pas dire qu'il le déteste. Il avait vu comment Kafka avait risqué sa vie pour sauver la base, et après avoir été témoin de cela, comment pourrait-il encore le haïr? Pour eux, Kafka fait partie de l'équipe. Kafka se rappelle alors que Mina lui avait dit la même chose, personne dans la 3e division ne le considérait comme un ennemi. Reno insiste pour qu'il leur fasse confiance, car tous pensent de cette façon. Le soir venu, Kikoru vient le chercher pour l'entraînement, et Kafka, en lisant tous les messages, est submergé par l'émotion. Il se traite de stupide, et Kikoru confirme qu'il l'était effectivement. On revoit ensuite le directeur Isao. Il dit que son temps est écoulé, qu'il lutte intérieurement depuis trop longtemps, mais qu'il ne pourra plus tenir. Les kaiju grandissent à une vitesse qu'il n'aurait jamais imaginée. Partout, les informations rapportent l'apparition de nouveaux kaiju, très différents les uns des autres, et la peur se répand parmi la population. La force de défense les détecte tous, mais reste incapable de résoudre 14 incidents de kaiju dont elle ne comprend pas la nature. Cela se produit car les kaiju disparaissent avant même l'arrivée des troupes. Oshino montre des images de surveillance, l'un des kaiju ressemble à un humain et semble beaucoup plus intelligent que les autres. C'est peut-être le signe d'une tempête à venir, et tout le monde en est choqué. Le nouveau directeur Itami demande alors un rapport sur les défenses. On apprend que les systèmes de défense de la ville ont été renforcés, que de nouveaux abris souterrains ont été construits pour évacuer les civils rapidement, et que l'on songe même à demander l'aide de pays étrangers, bien que des problèmes diplomatiques compliquent les choses. Un autre officier rapporte à Itami que le sceau de l'arme numéro 1 a été levé pour la préparer au combat, et que des candidats ont été trouvés pour manier les armes numéro 3, 5 et 7. Itami comprend alors qu'il prépare l'engagement de toutes les forces anti-kaiju disponibles. Mais il ajoute que si d'autres kaiju comme le numéro 9 apparaissaient, leur situation deviendrait critique. Le pays est en grand danger et ils ne peuvent presque rien faire. Vieillir est terriblement frustrant, dit-il, s'adressant à Isao. Puis on revoit la conscience d'Isao. Il dit que son esprit s'efface, qu'il ne peut plus rien faire, et qu'il laisse désormais tout entre les mains de Mina, de la nouvelle génération, et aussi de Kafka. Ce sont eux qui sauveront l'avenir du pays. On voit alors que Kikoru a été choisi pour manier l'arme numéro 4, celle que sa mère utilisait autrefois. Elle se prépare à venger son père, tandis que Narumi promet de l'entraîner. Plus tard, les informations rapportent que plus aucun kaiju n'est apparu depuis un moment, ce qui met certains mal à l'aise. Mais une petite fille rassure sa mère, si le kaiju numéro 9 réapparaît, Monsieur Kaiju le vaincra. Et ce Monsieur Kaiju, ce n'est autre que Kafka. Kikoru et Narumi s'entraînent alors avec leurs armes, faisant trembler toute la base. Aojima entraîne les soldats à améliorer leur précision. Kafka s'exerce avec Oshina à ses nouvelles techniques de combat et, en montrant ses progrès, il est très enthousiaste.
Mais Hoshino anéantit son excitation d'un seul coup de poing et s'en va, tout joyeux, pour manger. Kafka se promet de lui prouver sa force le soir même. Pendant le repas, Kafka monte sur le toit, mais y trouve Mina. Gêné, il veut repartir, mais elle l'invite à rester et à manger avec elle. Mina dit que l'endroit est paisible, les gens travaillent, apprennent, jouent. Elle sait que ce n'est que le calme avant la tempête, mais assis là, on a presque l'impression que les kaiju ont disparu pour de bon. Kafka est d'accord, avant de se corriger en l'appelant Madame la Capitaine. Mina rit et lui dit qu'ils peuvent parler librement, puisqu'ils sont seuls. Elle ajoute que si les jours paisibles continuaient ainsi, ce serait merveilleux. Elle se souvient alors de leur enfance, quand l'alarme kaiju sonnait, Kafka courait depuis son école jusqu'à la sienne pour l'emmener elle et ses camarades à l'abri. Elle trouvait ça un peu embarrassant. Kafka explique qu'en tant que futur capitaine, il était normal pour lui de s'inquiéter. Mina dit qu'il avait toujours pris les autres par la main pour les emmener au refuge, et qu'il souriait pour la rassurer, même s'il avait peur lui-même. Grâce à lui, elle n'avait jamais eu peur. Kafka se vante un peu de son moi enfant impressionnant. Mina sourit et dit que cela n'a pas changé, c'est lui qui a sauvé la base de Tachikawa, et elle sait, grâce à Hoshino, qu'il a pris sa décision de se battre. Elle lui assure qu'elle est devenue plus forte, qu'elle n'a plus besoin de se cacher derrière lui et qu'il doit arrêter de porter seul tout le fardeau. Ils avaient promis, enfant, de combattre les kaiju ensemble. Kafka pense alors au kaiju numéro 9 et sent la peur monter. Mais il force un sourire devant Mina, qui s'en va en lui disant qu'il n'a pas changé, pas plus que ce sourire qu'il arbore quand il veut se montrer courageux. Resté seul, Kafka s'interroge, pourra-t-il vaincre ce monstre? Il n'a pas le choix. Pour l'avenir du pays, il doit le faire. Au même moment, des garçons s'approchent d'une petite fille dans la ville. Mais en réalité, cet enfant est un kaiju. Elle se transforme soudain et massacre de nombreuses personnes avant de pousser un cri, appelant ses alliés.